Prenez quelques gouttes de détermination. Ajoutez de l'ambition, un instinct infaillible. Adoucissez le mélange avec un calme à toute épreuve, puis pimentez le tout avec des réflexes fulgurants. Versez une bonne dose de talent naturel porté à maturation depuis le plus jeune âge. Mélangez précision et volonté à l'état pur. Ajoutez une passion dévorante pour le sport et la vitesse. Et terminez par la rage de vaincre et une condition physique hors norme. Laissez mijoter le tout, puis nappez le résultat d'un physique avenant, de générosité et de popularité. Servez le tout avec du charme et de l'assurance pour obtenir un champion. Et mieux encore, un septuple champion du monde. Telle est la recette de Michael Schumacher, le Baron Rouge. Le public et ses adversaires le considèrent comme le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Les fans de la discipline lui ont également décerné le titre de pilote le plus populaire. Il a été le premier Allemand à remporter le championnat du monde de Formule 1. Du karting aux voitures de course surpuissantes, Michael Schumacher a toujours tout écrasé sur son passage. Ses fans lui ont donné les surnoms affectueux de Schumi, Shui ou Chou. Mais le pilote Ferrari est aussi appelé le Baron Rouge, en hommage à Manfred von Richthofen, le célèbre aviateur de la Première Guerre mondiale, qui terrorisait lui aussi ses adversaires. Pour atteindre le niveau de concentration nécessaire à une course, un pilote doit respecter un rituel bien précis. Schumacher a dit un jour qu'il était prêt à courir dès qu'il s'installait au volant. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Il est d'emblée parfaitement concentré et paré à affronter les rigueurs du combat qui l'attend sur la piste. Son surnom de Baron Rouge lui va comme un gant. Son calme glacial face au stress, son implacable envie de vaincre, mais aussi le rouge vif de sa Ferrari ont contribué à immortaliser ce sobriquet. Né le 3 janvier 1969, Michael Schumacher a grandi à Hurt-Ermulheim, un gros village près de Cologne. Cette région de l'Allemagne est le berceau de 3 célébrités de la Formule 1. Michael Schumacher, son frère Ralf, mais aussi Wolfgang von Trips, pilote des années 50 au destin tragique. Michael n'a que 4 ans lorsque son frère Ralf, maçon de son état, installe un petit moteur sur sa voiture à pédales. Le jour où le petit Michael percute un lampadaire, ses parents décident de l'emmener au circuit de karting de Kerpen, fondé par le légendaire Von Trips en 1961. Soutenu à fond par son père, le plus jeune membre du club de karting ne tarde pas à recevoir son propre kart, bricolé à l'aide de pièces détachées récupérées ici et là. À l'âge de 6 ans, Michael remporte son premier championnat au sein de son club. Très vite, toute la famille apporte son soutien financier à la passion du petit garçon. Elisabeth, sa mère, travaille à la cantine du club et Ralph, pour améliorer son salaire de maçon, loue et répare des karts sur le circuit. À 10 ans, son indéniable talent au volant lui vaut l'attention d'un sponsor local. Ce financement, combiné à l'aide apportée par ses parents et leurs amis, lui permet de rassembler les fonds nécessaires pour poursuivre sa jeune carrière. Très vite, le champion en herbe domine la concurrence et enchaîne les victoires. À la fin de la saison 1985, il remporte pour la deuxième fois d'affilée le titre de champion d'Allemagne junior. Mais ce n'est encore que le début. En 1987, il signe un exploit phénoménal en s'adjugeant les couronnes nationales et européennes en catégorie senior. Son triomphe ne manque pas d'être remarqué. 1988 est une grande année pour le jeune Schumacher. Il abandonne ses études pour devenir mécanicien et se lance tête baissée dans les courses monoplaces. Ses prouesses et sa réputation montante attirent de nouveaux sponsors et lui permettent de se faire une place dans la cour des grands. Willy Weber, ancien hôtelier et vendeur de voitures passionné par la course, invite alors Schumacher à essayer sa Formule 3. Le jeune pilote se montre si brillant que Weber accepte de financer sa carrière.
C'est ainsi que naît l'un des contrats sportifs les plus fructueux jamais signés. Au cours des 2 années suivantes, grâce au soutien financier de Weber, Michael court en Formule 3 allemande, dont il remporte le titre en 1990. À la fin de cette même année, il rejoint l'écurie Mercedes dans le cadre du championnat du monde de sport prototype. C'est une décision surprenante pour un jeune pilote. La plupart de ses rivaux préfèrent s'engager en Formule 3000, le tremplin classique vers la Formule 1. Mais Weber convainc son jeune poulain que l'apprentissage des conférences de presse professionnelles et le pilotage de voitures puissantes dans le cadre de courses d'endurance seront un grand plus pour sa future carrière. 2 ans plus tard, il prend la 3e place du championnat allemand de Formule 3. Il en gagne le titre l'année suivante. Michael peut enfin montrer au monde entier tout ce qu'il a appris au volant de son car. Il remporte 5 victoires et couronne sa saison par des victoires internationales, en particulier au Grand Prix de Formule 3 de Macao. Une année plus tard, il débute en Formule 3000. Il termine 2e du championnat japonais, ce qui lui permet d'attirer l'attention de beaucoup d'acteurs de la Formule 1. Toujours conseillé par son manager Willy Weber, Schumacher fait ses grands débuts en Formule 1 au volant d'une Jordan, à l'occasion du Grand Prix de Belgique en 1991. Il doit abandonner dès le premier tour à cause d'un problème d'embrayage. Mais cette première expérience au volant d'une Formule 1 impressionne fortement l'équipe Jordan. Il a en effet réussi l'exploit de se qualifier en 7e place sur un circuit qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait jamais fait le tour qu'à vélo. Ce sera l'unique course de Schumacher sous les couleurs de Jordan, car l'équipe Benetton l'engage immédiatement pour la course suivante. Michael termine la saison 91 avec 4 points récoltés en 6 courses. Après avoir réglé quelques problèmes de contrat avec Mercedes, c'est au Grand Prix de Belgique de 1992 que Schumacher monte pour la première fois sur un podium de Formule 1. Lors de cette course disputée à Spa, qui va devenir son circuit favori, il démontre pour la première fois son aisance sur piste mouillée. Il termine la saison à la 3e place du championnat pilote avec 8 podiums à son actif. Il reste chez Benetton pour la saison 93, au cours de laquelle il remporte une magnifique victoire au Portugal. Il prend la 4e place du classement final de la saison. Il marque notamment les esprits en se montrant plus rapide au volant de sa Benetton qu'Ayrton Senna avec sa Williams. En 1994, Michael Schumacher prend la tête du championnat malgré une suspension de 2 courses. Schumacher tente de plaider sa cause, mais les instances de la FIA restent sourdes face à son appel. Il est jugé coupable de ne pas avoir respecté un drapeau noir pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce drapeau, qui indique aux voitures qu'elles doivent rester au stand, était dû à une infraction du pilote allemand qui avait doublé illégalement le pilote Williams, Damon Hill, lors du tour de chauffe. Il est également disqualifié du Grand Prix de Belgique pour une infraction d'ordre technique. L'écart qui le sépare de Damon Hill au classement pilote se retrouve alors réduit à 21 points. Hill profite de l'absence du pilote Benetton pour revenir à 1 point de lui au classement. Mais ses espoirs s'effondrent lorsque Schumacher remporte le Grand Prix d'Europe, couru en octobre sur le circuit espagnol de Jerez. Il s'agit de sa 8e victoire de la saison et il reprend 5 points d'avance sur son rival britannique. Plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à être en course pour le titre mondial, il fait preuve d'une confiance tout en retenue à la veille du Grand Prix du Japon à Suzuka. J'aimerais beaucoup que le titre se joue sur cette course. Je suis le seul à pouvoir en ressortir champion du monde à cause de mes 5 points d'avance. Donc, si quelqu'un repart de Suzuka avec le titre en poche, ce sera moi, comme je le disais. Mais à mon avis, ce sera très difficile. Personnellement, j'aime beaucoup le circuit de Suzuka, mais comme tout le monde le sait, l'écart entre nous et les Williams est très serré. Damon Hill est juste derrière moi et on va avoir beaucoup de mal à gagner. Michael Schumacher n'a qu'un petit point d'avance avant la dernière course de l'année en Australie. La saison 94, endeuillée par le décès d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, se prépare à un final plein de suspense. La tension monte depuis le début de l'année et des soupçons de tricherie alourdissent l'ambiance. Le dernier chapitre de la lutte acharnée pour le titre entre Damon Hill et Michael Schumacher s'apprête à s'ouvrir.
La victoire de Nigel Mansell à Adélaïde est éclipsée par un accident entre les deux rivaux. Ils doivent abandonner la course, ce qui scelle définitivement l'attribution du titre. Avec un minuscule point d'avance sur Hill, Michael Schumacher est donc couronné champion du monde 1994, au terme d'une année noire pour la Formule 1. Il est le plus jeune pilote et le premier Allemand à remporter ce titre. Mais les festivités sont de courte durée. En effet, les tabloïds britanniques, furieux de la défaite de leurs compatriotes, se déchaînent. Alors que la controverse fait rage quant aux circonstances de sa victoire, un tout petit comité accueille le champion de 25 ans lors de son retour en Allemagne, à l'aéroport de Francfort. Michael Schumacher dira qu'il n'y avait aucune polémique entre Damon Hill et lui, tous les deux forcés à l'abandon suite à leur accident. Hill l'avait félicité et Schumacher n'avait pas l'impression qu'il lui en voulait. Il aurait préféré gagner en Australie pour s'assurer le titre, car terminer la saison sur un accident n'a rien de glorieux. Schumacher expliquera qu'il avait eu des problèmes de direction depuis le départ de la course et qu'il se concentrait tellement sur son volant qu'il n'avait pas regardé dans son rétroviseur. Lorsqu'il a vu Damon Hill à sa hauteur, il était déjà trop tard, mais selon lui, si le Britannique avait attendu, il aurait pu le doubler un peu plus loin. Michael dédie ce titre à la mémoire d'Ayrton Senna. Avec sa modestie habituelle, il minimise son exploit pour honorer le champion brésilien décédé. Je n'ai pas encore vraiment assimilé ma victoire, dira-t-il. Je veux dédier ce titre à Ayrton Senna. Au début de la saison, j'étais persuadé qu'il le remporterait. Pour moi, c'était le plus grand. Imperméable à la polémique internationale qui fait rage, la ville de Kerpen, berceau de la famille Schumacher, fête en fanfare le retour de son héros. C'est un Schumacher rayonnant qui salue les 20 000 fans rassemblés en son honneur. Il reçoit pour l'occasion la médaille de la ville. Pour ses supporters, la FIA et ses règlements sont bien loin. Je sais qu'il y a eu des enquêtes à propos de certaines situations. Sa saison 1995 est tout aussi réussie. Schumacher parvient à défendre son titre pour Benetton. Grâce à lui, l'écurie décroche son premier titre constructeur et il devient le plus jeune double champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Sa voiture est désormais dotée d'un moteur Renault, ce qui lui permet de rivaliser avec les Williams et de dominer la saison. Son année est toutefois entachée par de nouvelles collisions avec Damon Hill. Peu après le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, par exemple, pendant un dépassement, les deux hommes se percutent et doivent abandonner. Michael engrange 9 victoires cette année-là et remporte son deuxième titre d'affilée. Sur la piste qui avait vu ses débuts en kart, il fait quelques tours de démonstration à pleine vitesse. Et il en profite pour nier farouchement les rumeurs annonçant sa signature imminente chez l'équipe italienne Ferrari pour la saison suivante. Pour moi, explique-t-il alors, le plus important c'est d'avoir une voiture et une équipe capable de remporter le titre. Je suis très content chez Benetton et il faudrait que beaucoup d'éléments soient réunis pour que je change d'équipe. J'ai en effet discuté avec Ferrari, mais il n'y a encore rien de concret. Il ajoute ensuite qu'il a rencontré plusieurs autres équipes. Ça ne sert pas à grand-chose d'en parler pour l'instant. J'ai la possibilité de courir pour 4 écuries différentes et je dois choisir entre ces 4 possibilités et décider pour qui je vais piloter. Je suis très heureux chez Benetton pour l'instant. Ferrari est une superbe écurie, tout comme McLaren, Mercedes et Williams. Ce sont toutes des équipes qui connaissent de grands succès. J'ai 4 propositions très intéressantes à étudier pour savoir quelle voiture je piloterai l'an prochain. Selon lui, s'il a gagné, c'est parce qu'il était dans la meilleure équipe. Et il tient à remercier cette équipe en lui offrant le titre constructeur. Cette année, mon véritable objectif, ce n'était pas seulement le championnat des pilotes, c'était aussi le titre constructeur. Ce n'est pas encore sûr et je serai très soulagé quand ce sera fait. Pour mettre un terme aux spéculations quant à son avenir après avoir signé avec Ferrari, un accord estimé à 30 millions de dollars, Schumacher déclare qu'il est impatient de piloter pour l'écurie italienne lors de la saison 96 et que ce défi relance sa motivation. Jacques Villeneuve et Damon Hill sont chez Williams, Gerhard Berger et Jean Alesi chez Benetton, Eddie Irvine et moi chez Ferrari. Toutes les équipes suscitent beaucoup d'interrogations. Je pense que ça va être très intéressant. En dehors des circuits, Michael Schumacher tient énormément à préserver sa vie privée. En août 1995, le jeune champion signe une nouvelle victoire en épousant en grand secret sa fiancée Corinna Berch.
En 97, le couple donne naissance à une fille, Gina Maria. 2 ans plus tard, leur famille s'agrandit à nouveau avec l'arrivée de leur fils Mick. Ferrari était une option, mais au départ, il n'y avait rien de très sérieux. À l'époque, quand je pensais à Ferrari, qu'est-ce que je me disais? Ils ne finissent pas souvent les courses, ils gagnent très rarement. Dans ma tête, c'était assez peu probable, jusqu'à ce que je rencontre Jean Todt et notre président. Cette rencontre a tout changé pour moi. Ils m'ont présenté l'aspect humain du projet, ils m'ont fait connaître un peu mieux l'équipe, et après cela, le choix était beaucoup plus facile à faire. Ferrari, qui n'a pas gagné le titre pilote depuis 1979, souffre d'une technologie obsolète et d'arrêt au stand bien moins efficace que les écuries de pointe comme Benetton ou Williams. Pour la marque italienne, la signature de Schumacher est une véritable aubaine. Il faut être réaliste. L'an dernier, Ferrari a abandonné 13 fois en course. Ce serait extrêmement optimiste, et même irréaliste, de dire que nous visons le titre. Mais j'aimerais bien signer 1 ou 2 victoires. Ça me conviendrait parfaitement. Je n'aurais jamais imaginé que la situation évoluerait comme ça. Quand j'ai débuté dans la Formule 1, j'avais l'impression d'être au milieu de la mer, entouré de requins. Pas 1 ou 2, mais des milliers de requins, sans savoir lequel allait me mordre le premier. Mais depuis que je suis chez Ferrari, j'ai découvert que les requins étaient pour la plupart des dauphins et qu'ils sont très gentils. On a dit de la nouvelle Formule 1 de Ferrari, la F310, qu'elle tenait plus de l'avion de chasse que de la voiture de course. C'est sur elle que reposent leurs espoirs pour la saison 96. Entre les mains de leurs nouveaux pilotes, Schumacher et Irvine, elle symbolise le renouveau pour l'écurie de Maranello. Cette voiture dessinée par le Britannique John Barnard est dévoilée dans les locaux de la marque italienne à l'occasion d'une conférence de presse. Luca Di Montezemolo, le président de Ferrari, déclare espérer voir son écurie remporter au moins 3 grands prix dans la saison. Schumacher répond aux questions de plus de 500 journalistes en compagnie de son coéquipier, l'Irlandais Eddie Irvine, ainsi que de Gianni Agnelli, président de Fiat et principal actionnaire de Ferrari. Schumacher est persuadé de pouvoir remporter son 3e titre au cours de cette première saison au sein de sa nouvelle équipe. L'ancien pilote Benetton a les mots suivants. « Je ne minimise pas nos chances, mais il faut être réaliste. Nous partons sur de nouvelles bases et je suis extrêmement motivé. J'ai passé 4 ans et demi chez Benetton et je ne ressentais plus vraiment d'envie. Nous avons tout gagné ensemble et j'avais besoin de me remotiver. » Une autre équipe me proposait un salaire encore plus élevé. L'argent entre en ligne de compte. Je vais être payé ce que je pense mériter pour ce que je fais par rapport aux autres pilotes. En 96, Schumacher prend la 3e place du classement pilote malgré les problèmes de fiabilité récurrents de sa voiture, qui le forcent à abandonner dans 6 courses sur 16. Fidèle à ses prévisions, il remporte 3 courses, soit plus que le palmarès de l'équipe au cours des 4 saisons précédentes. La première de ses victoires survient au Grand Prix d'Espagne, où il prend un tour à presque tous ses adversaires sur une piste détrempée, et ce, dans un style de survirage bien plus flamboyant qu'à son habitude. Stirling Moss, le légendaire pilote britannique, dira plus tard que ce Grand Prix d'Espagne n'avait pas été une course, mais une démonstration de génie. Mais fin 97, il échoue de peu dans la lutte pour le titre et termine sa saison en déclenchant une nouvelle polémique. Michael Schumacher et Jacques Villeneuve ont passé la saison à se disputer la suprématie. Le Canadien, au volant de la Williams FW19, supérieure à la Ferrari, domine la première partie de la saison. Mais à la moitié de l'année, Schumacher lui ravit la tête du classement. À la veille du dernier Grand Prix, il a remporté 5 courses et compte 1 point d'avance sur son rival. Ses fans de Kerpen, sa ville natale, connaissent une cruelle déception en le voyant sortir de la piste lors du Grand Prix d'Europe, ce qui ruine tous ses espoirs de nouvelle couronne mondiale. Sous les applaudissements de ses supporters, Schumi prend pourtant la tête dès le début de la course. Tout semble alors bien engagé pour qu'il reparte de Jerez avec son 3e titre de champion du monde.
Le suspense ne pourrait être plus intense, déclare l'un de ses fans, qui suit la course dans un bar de Kerpen. Un autre explique qu'il n'a rien contre Jacques Villeneuve, le rival de Schumacher dans la course au titre, mais qu'il ne veut pas voir son héros perdre. Mais un défaut se développe sur la voiture de Schumacher et l'Allemand percute Villeneuve alors que ce dernier est en train de le doubler. L'euphorie fait place à l'abattement. C'est de sa faute, déclare un fan. C'est triste, mais c'est de sa faute. Schumacher abandonne et Villeneuve marque 4 points, ce qui lui suffit à remporter le titre. La FIA juge Schumacher coupable de collision volontaire et le pilote Ferrari est déclassé du championnat des pilotes en 1997. Jacques Villeneuve s'exprimera peu de temps après cette décision concernant l'incident. Il minimise la sanction reçue par Schumacher, qui se trouve privé de sa 2e place au championnat. Il s'attendait à ce que le pilote allemand soit plus sévèrement puni après avoir tenté de l'éjecter de la piste à Jerez. Villeneuve déclare qu'il ne s'agit pas d'une véritable punition car la FIA lui a permis de conserver ses victoires de la saison. Mais les répercussions de ce mauvais geste ne s'arrêtent pas là pour Schumacher. La FIA l'a dépouillé de sa 2e place au classement des pilotes, mais ne le suspend pas pour la collision de Jerez, où Villeneuve prend la 3e place, synonyme pour lui de titre mondial. Si le Canadien avait abandonné, le titre pilote serait revenu au pilote Ferrari. La FIA annonce sa décision à l'occasion d'une conférence de presse à Londres. Selon les conclusions des instances, Schumacher a bien agi volontairement, mais sans préméditation. Son exclusion du championnat 97 signifie qu'il perd tous ses points, mais sans que cela modifie les résultats des épreuves. Bien plus stressé qu'à son habitude, Schumacher déclare après l'audition qu'il s'excuse de ce qu'il a fait auprès des fans de Ferrari et de la Formule 1 en général. De toute évidence, j'ai fait une erreur et je le reconnais. Il s'est passé beaucoup de choses sur le circuit de Jerez. Pour moi, c'est une décision très sévère, car je perds ma 2e place. Parce que réussir à finir 2e avec Ferrari, c'était quelque chose de très important. Mais je dois également admettre que j'ai commis une erreur. Je reconnais ce que j'ai fait et je dois accepter la sanction. En 1998, Ferrari monte progressivement en puissance, avec des temps particulièrement rapides en 2e partie de la saison. Michael remonte la pente après sa disgrâce, avec 6 victoires et 5 podiums. En 1999, grâce au talent de pilote de l'Allemand, Ferrari remporte le titre constructeur. Mais au cours du Grand Prix de Grande-Bretagne, la 8e épreuve de la saison, il perd toutes ses chances de décrocher le titre pilote. Il est transféré à l'hôpital avec une fracture de la jambe droite après le plus gros accident de sa carrière en Formule 1 sur le circuit de Silverstone. Il percute un triple mur de pneus à 200 km/h, alors que la course était neutralisée, car Jacques Villeneuve avait calé sur la grille. Il souffre d'une double fracture tibia-péronée à la jambe droite et de contusion à la poitrine. David Wilson, le directeur de l'établissement, rassure rapidement ses fans. Michael Schumacher a été admis au Northampton General Hospital dans l'après-midi. D'après le diagnostic des médecins, il souffre d'une fracture à la jambe droite au niveau du tibia et du péroné. Michael Schumacher est alors 2e au classement pilote, derrière le Finlandais Mika Häkkinen, qui abandonne lui aussi suite à des problèmes mécaniques. Jean Todt, le directeur de la Scuderia, ajoute que Ferrari doit encore enquêter sur la cause de l'accident et évoque une possible défaillance des freins arrière. On ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé. C'est probablement dû à un problème de freinage, mais nous devons encore examiner ce qui est arrivé. Dès que nous en saurons plus, nous vous en tiendrons informés. Todd explique également que sans le renforcement des mesures de sécurité suite à l'accident mortel du pilote brésilien Ayrton Senna en 1994, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Michael Schumacher a connu plusieurs accidents majeurs dans sa carrière. L'un des plus sérieux avait eu lieu lors des essais libres à Suzuka en 1993, l'année qui a précédé son premier titre. Il était alors sorti de la piste à très grande vitesse, mais s'en était sorti quasiment indemne.
Des mesures sont rapidement prises pour transférer le pilote blessé par avion jusqu'à Genève. À l'époque, Michael Schumacher possède une maison à Vufflan-le-Château en Suisse. C'est là qu'il va passer sa convalescence dans une clinique proche de chez lui. Suite à l'accident de Michael Schumacher au Grand Prix de Grande-Bretagne, l'instance dirigeante du sport automobile, la FIA, annonce le renforcement de plusieurs mesures de sécurité. La FIA révèle également que le pilote Ferrari a percuté la barrière de pneus à la vitesse de 107 km/h, c'est-à-dire beaucoup plus lentement que ce qui avait été estimé précédemment. Ces données montrent toute l'efficacité des plages de gravier que beaucoup de pilotes avaient critiquées après l'accident de la Ferrari. Selon la FIA, la boîte noire de la voiture de Schumacher indiquait que le pilote roulait à 306 km/h lorsqu'il a actionné les freins. À 240 km/h, les roues avant se bloquent. Lorsque la voiture quitte la piste, la décélération n'est plus que de 1,3 G, soit 35,3 km/h par seconde. La décélération moyenne dans les graviers est de 1,1 G. L'impact avec la barrière de pneus a eu lieu à 107 km/h. La FIA indique également avoir obtenu un grand nombre d'informations sur ce qui a suivi l'impact et que ces données seraient analysées avec minutie. Max Mosley, le président de la FIA, déclare que malgré les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité en course depuis la mort d'Ayrton Senna en 1994 sur le circuit d'Imola, rien n'a pu empêcher la tête de Schumacher de percuter son volant au moment de l'impact. Moins de 3 mois plus tard, Michael Schumacher profite d'une apparition publique pour annoncer son retour à la compétition. Il déclare aux journalistes qu'il courra pour l'écurie Ferrari et pas seulement pour aider son coéquipier Eddie Irvine à décrocher le titre pilote. Serein, mais visiblement fatigué, le pilote de 30 ans confirme l'amour qu'il porte à la course automobile. Pendant les qualifications, je suis toujours à 100%. Je ne pense pas avoir changé. Bien entendu, dans certaines conditions de course, s'il faut rouler à fond du premier au dernier tour, je risque d'avoir du mal. Mais il faut que je voie par moi-même comment je réagirais dans ce genre de situation. Michael admet que son état de forme est loin d'être optimal, mais il se sent capable de remporter le Grand Prix de Malaisie, même s'il n'a pas encore fait de simulation de course entière depuis son accident, quelques mois auparavant. Comme je l'ai déjà dit, ma condition physique est moins bonne qu'il y a quelques mois. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit catastrophique non plus. Il fait chaud, la course sera dure. Ça peut bien sûr influer sur le résultat, et la météo est très changeante. On ne peut jamais être sûr du temps qu'il fera. La pluie peut alterner avec le soleil, il peut y avoir un orage. On ne sait jamais si on prend la bonne décision, et ça peut affecter tout le monde. À la fin de la saison, Schumacher est accueilli en héros à la traditionnelle journée porte ouverte de Ferrari sur le circuit de Vallelunga. Des milliers de tifosi se sont déplacés pour l'occasion pour ovationner leur équipe qui vient de décrocher le titre constructeur en Formule 1. Michael Schumacher se délecte visiblement de l'amour que les fans lui portent. Il clame inlassablement son nom malgré le froid hivernal. Ferrari a une nouvelle fois échoué à remporter le titre pilote, mais l'écurie italienne est plus déterminée que jamais pour la saison suivante. L'an 2000 annonce une nouvelle ère. Pour le Baron Rouge, la chance va enfin tourner. Schumacher a survécu aux blessures et aux polémiques. Les victoires qu'il signe au cours de la saison ne sont pas sans rappeler la domination de ses premiers titres en Formule 1. Au terme d'une longue bataille avec Mika Häkkinen, Schumacher décroche la 3e couronne mondiale de sa carrière. Au cours de la saison, il signe notamment sa 41e victoire en Grand Prix, égalant ainsi le record de son idole Ayrton Senna. Terrassé par l'émotion, Michael fond en larmes lors de la conférence de presse qui suit la course.
Schumacher est de retour et il compte bien prouver au monde toute l'étendue de son talent. Michael Schumacher a fait preuve d'une domination sans partage du début à la fin de la saison. La Ferrari n'a peut-être jamais été aussi performante. On peut voir que ça a une énorme influence sur ses capacités techniques au sein de l'équipe. Tout le monde devrait se réjouir de le voir courir. C'est le meilleur pilote du monde. Et tant qu'il courra, il restera le maître incontesté. La saison 2001, au cours de laquelle seuls 4 autres pilotes décrocheront une victoire, est du même tonneau que la précédente pour Schumacher. Au Grand Prix du Canada, Michael et Ralph signent une performance encore inédite. Deux frères aux 2 premières places d'une course de Formule 1. Michael finissant une fois n'est pas coutume derrière son cadet. Dans cette même saison, il bat aussi le record de victoires en carrière détenu jusqu'à la par Alain Prost. Schumacher remporte sa 52e victoire au Grand Prix de Belgique et décroche son 4e titre mondial à 4 épreuves de la fin du championnat. Il termine la saison avec 123 points, soit 58 de plus que son dauphin, David Coulthard. Il égale ainsi le record de victoire en une saison avec 9 courses gagnées. 2002 est une nouvelle année de domination pour Ferrari et pour son champion, Michael Schumacher. L'écurie écope pourtant d'une amende d'1 million de dollars après le Grand Prix d'Autriche. Rubens Barrichello, alors en tête, reçoit l'ordre de ralentir pour laisser son coéquipier le doubler et remporter la course. Hué par le public sur le podium, Schumacher se met en retrait et offre la coupe du vainqueur à Barrichello. Mais Schumi retrouve vite les faveurs des fans en remportant le Grand Prix de France, égalant du même coup le record de Fangio, la légende des années 50. L'Argentin Juan Manuel Fangio est considéré comme le meilleur pilote automobile de tous les temps. Il remporte 5 titres mondiaux entre 1951 et 1957. Cette année-là, Ferrari remporte 15 épreuves sur 17 et Schumacher s'assure du titre à 6 courses de la fin de saison. Il bat son propre record de 9 victoires qu'il partageait avec Nigel Mansell en s'imposant à 11 reprises. Il terminera toutes les autres courses sur le podium. Son total final s'élève à 144 points avec un écart record de 67 points par rapport au deuxième, son coéquipier Rubens Barrichello. La saison 2003 débute par une révolte de la part des écuries qui accusent la FIA de vouloir aseptiser la Formule 1. En effet, les nouveaux règlements ont été instaurés. Les pilotes ne disposant plus que d'un seul tour pour se qualifier et il est désormais interdit de refaire le plein entre les qualifications et la course. Les ingénieurs ne peuvent plus changer les paramètres à l'aide de la télémétrie. L'antipatinage et les systèmes de départ automatisés sont également bannis. Schumacher, le champion en titre, déclare que ces changements n'auront pas de véritable incidence sur l'issue de la compétition. Il dit apprécier l'aide apportée par la technologie, mais qu'au fil des divers règlements qui se sont succédés, il a appris à s'en passer. Personnellement, je préfère pouvoir disposer de toutes les possibilités techniques, parce que je n'aime pas ne pas pouvoir aller au bout des choses. Je veux une voiture aussi rapide que possible, et les systèmes électroniques nous aident à le faire. Mais bien sûr, nous sommes tous du même avis sur ce sujet, et s'il y a des changements, tout le monde est à la même enseigne. Je me suis accommodé de toutes les règles précédentes, et celles-ci ne me font pas plus peur que les autres. Schumacher est convaincu que, quelles que soient les règles, elles n'influeront pas sur la qualité de son écurie. Je ne vois pas en quoi cela m'avantagerait, ni moi, ni aucun autre pilote. S'il y a un avantage, il sera très faible. Le seul cas de figure qui me ferait changer d'avis, ce serait sur piste mouillée. Quand il pleut et qu'on n'a pas d'antipatinage, la conduite est beaucoup plus compliquée. Et il faut avoir un très bon ressenti de la voiture pour rester dans le rythme de la course. En même temps, ce sera aussi plus dangereux. Mais ça se passait comme ça par le passé. Et on n'a pas le choix. Les courses n'en seront que plus passionnantes. Tout au long de sa carrière, Michael Schumacher a été surnommé le maître de la pluie. Après sa 3e place au Grand Prix du Mexique en 1992, il remporte sa première victoire en Formule 1 en Belgique sur le circuit détrempé de Spa-Francorchamps. En 2003, il dira de ce circuit qu'il est de loin son favori. Il signe sa première victoire pour Ferrari sous la pluie au Grand Prix d'Espagne, en prenant un tour à presque tous ses concurrents et en éblouissant le public avec un style de conduite plein de panache. Le pilote Ferrari pense que certains de ses jeunes adversaires souffriront de la mise en place de ces nouvelles règles. Selon lui, leur manque d'expérience de la conduite sans aide électronique fera d'eux les premières victimes du nouveau règlement.
Ça va changer beaucoup de choses pour certains jeunes pilotes qui semblent s'adapter très facilement au niveau et à la vitesse de la Formule 1. Ça va changer car avec la puissance dont nous disposons, avec l'adhérence des pneumatiques, imaginez ce que ça donnera sans toutes les possibilités techniques. À mon avis, ces aides aplanissent de nombreux problèmes pour les nouveaux venus en Formule 1. Ils sont protégés par tous ces systèmes qui rendent leur voiture très sûre, pas forcément la plus rapide, mais sûre. Ils ont l'impression que tout est plus facile grâce à ces systèmes, et à mon avis, c'est pour cette raison qu'ils risquent de tomber de haut. Plus tard dans la saison, une rumeur commence à courir. Schumacher songerait à prendre sa retraite. Je n'ai rien envie de faire d'autre que la Formule 1. Tant que je reste compétitif et que je prends du plaisir, je ne vois pas pourquoi j'envisagerais d'arrêter. Schumacher, qui vient de fêter ses 34 ans, doit sans cesse répondre à des questions sur son avenir. Ce qui compte avant tout, c'est l'amour de ce sport. Honnêtement, qu'est-ce qui pourrait être mieux que de faire ce que j'aime? Et cela dans une équipe où je m'entends bien avec tout le monde. Tout se passe très bien. À ce moment de la saison, Schumacher n'a besoin que d'un seul point pour battre le record de Juan Manuel Fangio et s'approprier un 6e titre mondial. Pourtant, la saison 2003 du champion en titre commence mal. Il effectue une sortie de piste lors de la première épreuve et il est impliqué dans des collisions au cours des deux suivantes. Au départ de la 4e course, il compte déjà 16 points de retard sur Kimi Raikkonen. Tel le phénix renaissant de ses cendres, il remporte la course de San Marino, ainsi que les deux suivantes pour réduire l'écart à 2 petits points. À la moitié de la saison, sa nouvelle victoire au Canada est éclipsée par la domination des Williams. Son frère Ralph et Juan Pablo Montoya ont déjà engrangé 2 victoires chacun. À l'orée de la dernière épreuve de la saison au Japon, alors que Montoya purge sa suspension récoltée lors du Grand Prix des États-Unis, seuls Schumacher et Raikkonen sont encore en lice pour le titre. L'Allemand n'a besoin que d'un point, mais le Finlandais doit l'emporter s'il veut être sacré champion. En assurant la 8e place, Schumacher s'adjuge le point dont il avait besoin. Avec 2 points d'avance au final sur Raikkonen, il entre dans le livre des records avec une 6e couronne mondiale. Après 4 ans de domination sans partage, l'écurie Ferrari aborde la saison 2004 avec une confiance au beau fixe. Je pense que la concurrence va être très rude cette saison. Nous savons que nos rivaux sont forts, mais je suis persuadé que nous le serons aussi. Avec pas moins de 12 victoires lors des 13 premières courses, Schumacher empoche son 7e titre de champion du monde au Grand Prix de Belgique. Ma vie en Formule 1 est devenue très facile et très agréable. Je profite du temps passé au volant. Nous avons connu beaucoup de succès et ma vie privée est tout aussi formidable. Je vis un véritable rêve. La nouvelle saison va bientôt démarrer. Nous sommes impatients de commencer. Nous savons qu'elle sera très dure. Tout le monde a envie de battre Ferrari parce que nous avons multiplié les victoires ces dernières saisons. Mais nous restons toujours aussi concentrés et motivés. Et nous espérons tous pousser Ferrari vers de nouveaux succès.
L'année 2005 commence sous de bons auspices pour l'écurie Ferrari et son pilote vedette. Mais ce beau départ est trompeur. Est-ce dû au niveau règlement concernant les pneumatiques ou bien la marque au cheval cabré a-t-elle perdu son savoir-faire? Quelques semaines plus tard, leur nouvelle voiture, la F2005, fait ses grands débuts. Suite aux mauvais résultats, elle commence sa carrière dès la 3e course de la saison, plutôt qu'à la 5e, comme c'était initialement prévu. C'est toujours génial de découvrir une nouvelle voiture. Surtout après ce qui nous est arrivé en Malaisie, où on s'est fait sérieusement secouer. Aujourd'hui, j'ai été très content de m'asseoir au volant, de prendre mes marques et de pouvoir enfin la piloter. Mais plus tard dans la saison, alors que les résultats n'ont toujours pas décollé, Schumacher se montre beaucoup moins enthousiaste. L'an dernier, à la même époque, on se demandait à quelle date on allait remporter le championnat. Cette année, c'est l'inverse. On se demande quand on va le perdre. Bien sûr, la course d'Istanbul a été une grande déception, surtout après les espoirs qu'on avait pu avoir à Budapest et à Hockenheim précédemment. Mais la détermination de l'écurie est toujours aussi forte. Nous avons connu beaucoup de très bonnes années. On peut dire que nous étions dans une sorte de routine très agréable. Et c'est très difficile de devoir redescendre sur Terre. Mais on est toujours aussi concentré et aussi motivé. Après Budapest, on avait de grands espoirs d'y arriver. Mais après la course en Turquie, on a dû revoir nos attentes à la baisse. On verra bien, mais il faut être réaliste. Le succès ne dépend que de notre propre travail. Même sevré de victoire, Michael Schumacher se montre toujours aussi philosophe. Depuis environ 10 ans que je suis chez Ferrari, j'ai connu beaucoup de moments merveilleux. Les 4 victoires à Monza, celles à Imola ou sur les circuits du monde entier, les titres, tout cela a été formidable. Pour l'instant, nous traversons tous une mauvaise passe, mais les choses ne peuvent pas toujours être roses. Parfois, il faut en passer par là pour se rendre compte de ce qu'on a perdu et ce qu'on veut retrouver. À la fin de l'année, il n'a décroché qu'une seule victoire au Grand Prix des États-Unis. Victoire qui est d'ailleurs passée inaperçue car la plupart des concurrents avaient préféré abandonner pour raison de sécurité. Schumacher n'a pu terminer que 13 des 19 courses et conclut sa saison à la 3e place du classement pilote avec 62 points, 2 fois moins que le nouveau champion du monde Fernando Alonso. Et pour redonner vie aux rumeurs de retraite, Michael Schumacher fait la déclaration suivante à la fin de la saison. Mon contrat se terminera à la fin de l'année prochaine. À un moment de la saison, il faudra que je prenne une décision quant à mon avenir. Mais pour l'instant, je me concentre avant tout sur la résolution des problèmes qu'on a connus, pour qu'on soit vraiment compétitif l'an prochain. La série de 6 titres constructeurs consécutifs gagnés par Ferrari s'arrête brutalement en 2005. De toute évidence, quelque chose a changé. Au tout début de l'année 2006, les rumeurs et les spéculations vont bon train. À la retraite hivernale de Ferrari de Madonna di Campiglio, Schumacher ne dément pas l'idée qu'il puisse courir pour une autre écurie en 2007. Très franchement, je l'ai dit très clairement et du fond du cœur. C'est Ferrari à 99% et rien d'autre. Jean Todt, le patron de l'équipe, assure que l'écurie ne mettra aucune pression sur le septuple champion du monde pour qu'il se décide rapidement quant à son avenir sportif. Schumacher se montre très rassurant dans ses déclarations. Selon lui, l'écurie Ferrari montre des signes d'amélioration suite à la douche froide qu'a été la saison 2005. Nous n'avons qu'un seul objectif, gagner le championnat. Le Baron Rouge retrouve en effet un rendement plus digne de son rang, mais la concurrence est rude. Lors des premières épreuves de la saison, Schumacher s'accroche vaillamment au train imposé par Fernando Alonso. Mais malgré ses 7 victoires, il se rend progressivement compte qu'il n'a aucune chance de reconquérir le titre. Après sa victoire au Grand Prix d'Italie, l'écurie Ferrari, par le biais d'un communiqué de presse, fait savoir que Michael Schumacher prendra sa retraite sportive à la fin de la saison 2006. Suite à cette annonce, plusieurs anciens champions de Formule 1 tels que Niki Lauda ou David Coulthard décernent à l'Allemand le titre du plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Les fans italiens de Ferrari lui rendent hommage dans tout le pays.
En Allemagne, les amateurs de Formule 1 sont au désespoir. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la fin d'une époque. Hommes, femmes, enfants, la tristesse n'épargne personne. Holger Hofmeyer, un soldat de 35 ans, a les mots suivants. Michael est un type formidable. Il a le cœur sur la main. Il est honnête et ouvert et c'est le meilleur pilote du monde. Les Allemands l'aiment, moi aussi, comme mes enfants et toute ma famille. Il n'y a qu'un seul vrai pilote au monde, Michael Schumacher. Michael Schumacher, le Baron Rouge, est septuple champion du monde de Formule 1. Il est tout simplement le plus grand pilote de l'histoire de sa discipline. Au cours de sa carrière, il a engrangé 650 millions de dollars en salaire et en contrats publicitaires, ce qui fait de lui l'égal des superstars tels que David Beckham et Tiger Woods. En 2006, il devient le premier athlète milliardaire de l'histoire. C'est en Allemagne que sa popularité est la plus grande. Une société d'investissement allemande lui a même offert 8 millions de dollars sur 3 ans pour qu'il porte son logo sur sa casquette d'après-course. Au cours des dernières années, il a donné 50 millions de dollars pour aider le tiers-monde, dont 10 millions après le séisme qui a secoué l'océan Indien en 2004. Dans le cadre de ces catastrophes, il s'est montré plus généreux que n'importe quel autre athlète, que beaucoup de fédérations sportives ou de multinationales, et même que plusieurs pays. D'après son manager, le champion en retraite compte devenir un empereur de la publicité, en conservant ses anciens sponsors et en cherchant à signer de nouveaux contrats faramineux. Sa fortune est désormais estimée à plus de 800 millions de dollars. Malgré sa passion pour la vitesse, Schumacher se tient à l'écart des circuits de Formule 1 et des gros titres. Dévoué à sa famille, il vit désormais avec sa femme et ses enfants en Suisse, dans un château qu'il a fait construire pour la coquette somme de 50 millions de dollars. Le petit garçon passionné de course automobile, champion de kart alors qu'il était encore à l'école, est devenu un pilote adulé dans le monde entier, qui a su prouver qu'il était capable d'atteindre les plus hauts sommets. Grâce à son talent exceptionnel au volant d'une Formule 1, il a redonné vie à l'écurie Ferrari, le plus beau pur sang de l'automobile italienne. Avec ses 7 titres de champion du monde, il a fait mieux que n'importe quel autre pilote. Son allure avenante, sa dévotion sans faille à sa famille et l'intérêt sincère qu'il porte aux moins favorisés que lui, toutes ces qualités combinées donnent une personne en tout point exceptionnelle. Michael Schumacher, le Baron Rouge.